Dans cette capsule, on va voir quelques heuristiques pour améliorer l'algorithme Backtracking Search. Donc, l'algorithme Backtracking Search, sans aucune heuristique, peut quand même permettre de résoudre, par exemple, le problème des 25 reins. Mais à plus de reins, ça commence à être un peu limité, c'est-à-dire que l'algorithme va prendre un temps un peu trop long là, pour pouvoir résoudre ce problème-là dans un temps raisonnable. Ce dont on aura besoin pour améliorer l'exécution d'algorithmes, en fait, ça va être des heuristiques générales qui vont s'appliquer pour n'importe quel problème, en autant qu'on l'ait décrit sous forme d'un problème de satisfaction de contrainte, et qui vont nous permettre d'avoir des améliorations substantielles à l'exécution de l'algorithme. On peut catégoriser ces heuristiques-là en trois catégories. La première catégorie, c'est dans le choix de la prochaine variable pour laquelle on va tenter d'assigner une certaine valeur. Donc, c'est la méthode dans le pseudocode qu'on a montré précédemment. C'est la méthode var non assigné. Donc, on va voir deux heuristiques, donc deux définitions pour cette méthode-là qui vont permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Ensuite de ça, un autre type d'heuristique, c'est le choix de la prochaine valeur à assigner pour la variable choisie. Donc, c'est la méthode valeur ordonnée. Donc, c'est la méthode qui ordonne le domaine de la variable qu'on a choisie avant de commencer à itérer sur ces valeurs puis de tester différentes assignations à la variable. Et on va voir une heuristique, là, donc une définition de cette méthode-là pour accélérer l'exécution de Backtracking Search. Et finalement, il y a les algorithmes d'inférence qui vont, premièrement, détecter si on a introduit une assignation qui est conflictuelle, c'est-à-dire qui ne permettra pas, dont on est sûr qu'on n'arrivera pas à une assignation complète et compatible si on fait cette assignation-là. Et dans le cas contraire, si ça ne mènera pas à un conflit, qui va nous permettre de réduire les domaines des autres variables pour possiblement avoir à considérer moins de valeur pour les autres variables du problème. Et donc, c'est la méthode inférence dans le pseudocode qu'on a vu. Et on va voir une première technique d'inférence, une première définition de cette méthode-là dans cette capsule. Donc, juste un petit rappel, dans le pseudocode qu'on a vu, en fait, ce qu'on va voir là, dans cette capsule-ci, c'est une définition possible de cette méthode-là qu'on voit ici, var non assigné, qui permet de choisir la variable à assigner dans une itération de Backtracking Search. On va avoir une définition de valeur ordonnée qui va ordonner les valeurs du domaine de la variable choisie dans un ordre qui va nous permettre d'atteindre, on espère, plus rapidement une solution à notre problème. Et on va voir une définition de la méthode inférence qui prend la définition de notre problème de satisfaction de contrainte et qui nous en retourne une nouvelle où on va avoir possiblement réduit les domaines des variables, puis qui retourne un booléen OK qui détermine s'il y a un conflit, qu'on a détecté un conflit qui ne sera pas possible de résoudre là, plus tard dans la recherche et donc qui indiquerait qu'on ne devrait pas faire cette assignation de valeur-là à cette variable-là. Alors, la première heuristique qu'on va voir, c'est dans le choix de quelle variable on doit assigner à une itération donnée. L'heuristique qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le Minimum Remaining Value ou Most Constrained Variable Heuristic. Très simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle choisit la variable qui a le moins de valeurs compatibles restantes. Donc, dans cette variable-là, ça va être la variable qui, en fait, va avoir le nombre de valeurs compatibles le plus petit parmi toutes les variables qui restent à assigner. Alors, on a un exemple juste ici. Donc, ça, c'est au tout début de notre recherche. On a une assignation vide. Et là, on doit choisir une variable. Dans ce cas-ci, l'ensemble des variables, si on les regarde toutes, donc l'ensemble des états de de l'Australie, si on les regarde toutes, en fait, ils peuvent toutes prendre n'importe quelle des trois couleurs possibles puisqu'il n'y a aucune des autres variables qui ont été assignées. Donc, dans ce cas-ci, le choix est arbitraire. Disons qu'on choisit cette variable-là ici. Et là, maintenant, on doit choisir, deuxième itération, donc deuxième niveau de notre recherche Backtracking Search, on doit choisir la prochaine variable à assigner. Et alors, dans ce cas-ci, ce qu'on remarque, c'est que cet état-ci
et cet état-ci ne peuvent pas prendre comme valeur rouge, puisque ça violerait la contrainte avec leur état voisin ici. Donc, tandis que tous les autres états, celui-là, celui-là et celui-là, puis celui-là, peuvent prendre n'importe quelle des trois valeurs. Alors, dans ce cas-ci, on a deux états qui ont un nombre de valeurs compatibles restantes de 2, tandis que les autres sont à 3. Donc, on aurait le choix entre, selon cette heuristique, entre cet état-ci et cet état-là. Supposons qu'on choisisse celui-là. Et donc, on lui assigne une valeur. Et là, on est rendu au troisième niveau de notre recherche. On doit choisir une nouvelle variable. Et là, dans ce cas-ci, il y a une seule variable qui a le plus petit nombre de valeurs compatibles restantes, et c'est celle-ci. Effectivement, dans ce cas-ci, cet état-là ici peut prendre seulement comme valeur bleue, il peut prendre jaune à cause de l'état juste au-dessus, puis il ne peut pas prendre rouge à cause de l'état juste ici. Alors, ça serait notre prochaine variable qu'on choisirait, à laquelle on assignerait une valeur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'heuristique Minimum Remaining Value qui permet de choisir c'est quoi la prochaine variable à sélectionner pour considérer ces différentes valeurs possibles. Maintenant, on a vu qu'il y avait des cas où, en fait, il y avait égalité, c'est-à-dire qu'il y avait plus qu'une variable qui pouvait prendre, qui avait un nombre minimum de valeurs compatibles restantes. Dans ce cas-là, on peut ajouter une autre heuristique, ce qu'on appelle en anglais la degree heuristic. Donc, dans les cas où il y a égalité, on choisirait la variable qui a le plus de contraintes qui impliquent d'autres variables qui n'ont pas encore été assignées. Donc, on va voir un exemple de ça. Alors, dans ce cas-ci, au tout début de notre recherche, on avait choisi, dans l'exemple précédent, cette variable-là pour assigner en premier. Mais là, en fait, toutes les variables ont le même nombre de valeurs compatibles restantes. Alors, dans ce cas-ci, on va privilégier la variable qui a le plus de contraintes avec laquelle elle partage, il y a plus de variables avec laquelle elle partage une contrainte. Et dans ce cas-ci, ça serait cet état-ci, puisque c'est l'état, c'est la variable qui a le plus de variables avec lesquelles elle partage de contraintes, le plus d'états avec lesquels elle partage une frontière, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, ce serait la variable qu'on sélectionnerait à la place selon la degree heuristic. Ensuite de ça, on doit choisir la prochaine variable. Donc, dans ce cas-ci, premièrement, on commence à regarder l'ensemble des variables, le nombre de valeurs compatibles restantes. Dans ce cas-ci, cette variable-ci, cette variable-ci, cette variable-ci, cette variable-ci, cette variable-ci ont chacune un nombre de variables, valeurs compatibles restantes de 2. Alors, on va choisir parmi celles-ci. On ne choisira pas celle-là parce qu'il y en reste 3. Il n'y a aucun état frontalier avec lequel cet état-là est connecté. Donc, on peut prendre n'importe quelle valeur, n'importe quelle des 3 valeurs. Parmi les états pour lesquels il reste 2 valeurs compatibles, celle qui a le plus de variables qui reste à assigner et avec laquelle elle partage une contrainte. En fait, il y a celle-ci qui en a 2, c'est celle-là ici, celle-là ici. Mais il y a aussi celle-là qui en a 2, celle-là ici, puis il y aurait celle-là aussi, celle-là ici, avec laquelle ils partagent une contrainte. Donc là, on n'a pas le choix de faire un choix arbitraire, et dans cette exemption, on a choisi celle-là. Et puis par la suite, si on se rend à ce niveau-ci de la recherche, on choisit notre troisième variable. La troisième variable qu'on va choisir, dans ce cas-ci, ça va être celle qui a le nombre de valeurs compatibles restantes le plus petit. Et en fait, donc, il y a 2 variables possibles. Il y a celle-là qui reste seulement la valeur rouge, puis il y a celle-là également. Parmi les deux, on va choisir celle, vu qu'il y a égalité, on va choisir celle qui a le nombre de variables avec lesquelles partage une contrainte et qui n'est pas encore assignée, qui est le plus petit. Et dans ce cas-ci, c'est cette variable-ci. Elle partage encore une contrainte avec cette variable-là qui n'est pas encore assignée. Tandis que cette variable-là ne partage aucune contrainte avec d'autres variables qui n'ont pas été encore assignées, puisque ces 2 états-ci avec lesquels partager une contrainte, en fait, ont déjà été assignés. Donc, selon cette heuristique du nombre, la degree heuristic, c'est cette variable-ci qui serait sélectionnée. Jusqu'à maintenant, on a vu 2 heuristiques, donc on peut combiner ensemble pour choisir quelle est la prochaine variable pour laquelle on va assigner une valeur. Maintenant, on va regarder une autre heuristique, mais qui est différente, qui, elle, va ordonner les valeurs possibles à assigner à la variable sélectionnée.
L'heuristique qu'on va voir, on va voir une seule, c'est une heuristique qui va choisir, qui va mettre en fait les valeurs et en choisir la valeur en premier qui invalide le moins de valeurs possibles pour les variables qui n'ont pas encore été assignées. Donc, pour bien comprendre ça, on va voir un exemple. Imaginons qu'on se retrouve à cette étape-ci de la recherche et qu'on choisisse cette variable-ci à assigner. Et là, on doit ordonner ces valeurs possibles pour savoir quelles valeurs donc, pour faire une valeur à la fois, toutes les considérer et considérer une assignation de cette variable-là, à une valeur possible. Dans ce cas-ci, on a en fait on aurait deux choix, oui, deux choix de valeurs compatibles possibles. On ne peut pas l'assigner à jaune à cause de cet état-ci qui est déjà à jaune. On peut l'assigner soit à rouge ou à bleu. Par contre, si on l'assigne à bleu, en fait, cette variable-ci, ça c'est la variable SA, c'est l'État South Australia, a plus aucune valeur compatible. On ne peut plus l'assigner ni à rouge, ni à jaune, ni à bleu. Par contre, cette valeur-ci va laisser une valeur possible pour cet état-ci. Il va laisser comme valeur possible bleu. Donc, effectivement, si c'est à bleu, on satisfait la contrainte avec l'état ici, l'état ici, l'état ici. Donc, il va rester une valeur compatible pour cet état-ci. Alors, on va favoriser, on va sélectionner en premier comme valeur pour l'état ici, pour la variable ici, on va choisir en premier rouge. Puis après ça, on va essayer bleu. Et si on avait sélectionné bleu, on serait rendu compte assez rapidement que ça mène à une incompatibilité. Donc, on est mieux de commencer par rouge en premier. Avec les trois heuristiques qu'on vient de voir, pour sélectionner la prochaine variable et pour déterminer dans quelle est la prochaine valeur à sélectionner, dans quel ordre mettre les valeurs pour faire nos assignations à une variable donnée. Donc, en prenant toutes ces heuristiques-là, on est capable de résoudre dans un temps raisonnable un problème de 1000 reines. Donc, ces heuristiques-là sont quand même assez puissantes, puis permettent de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes dans un temps raisonnable. Et la dernière heuristique qu'on va voir dans cette capsule, c'est maintenant une heuristique d'inférence. Donc, c'est une heuristique qui va détecter les assignations qui sont conflictuelles et qui va en plus réduire les domaines des autres variables qui restent à assigner. Donc, l'algorithme s'appelle forward checking, en français vérification anticipative. Et la façon que l'algorithme fonctionne, c'est qu'il va vérifier quelles sont les valeurs compatibles des variables qui ne sont pas encore assignées. À chaque fois qu'on va faire une assignation d'une variable à une valeur, on va regarder pour les autres variables qui n'ont pas encore été assignées, quelles sont leurs valeurs compatibles restantes. Et on va terminer la récursivité, donc on va cesser d'explorer cette assignation-là qui est l'état courant là, de la recherche Backtracking Search. Lorsqu'on va trouver une variable qui n'est pas encore assignée, mais dont son ensemble de valeurs compatibles est rendu vide. Voyons un exemple. On a l'état initial ici, qui est une assignation vide. Donc, dans ce cas-ci, les ensembles de valeurs compatibles pour toutes les variables est plein, contient les trois valeurs possibles. Supposons qu'on choisisse comme première variable assignée l'état ici. Donc, c'est l'état WA. Alors, ce qu'on va faire avec le forward checking, c'est supposons également qu'on prenne cette variable-là et qu'on l'assigne à rouge. Une fois qu'on a fait ça, on va appeler inférence. Dans ce cas-ci, ça va être la procédure de forward checking. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les domaines des autres variables qui n'ont pas encore été assignées. La façon qu'on va le réduire, c'est qu'on va prendre les variables qui partagent une contrainte avec la variable actuellement considérée, qui est WA. Donc, les variables qui partagent une contrainte, c'est NT qui est ici et SA. Et on va réduire leur domaine en enlevant les valeurs qui seraient en conflit avec l'assignation qu'on vient de faire. Donc, ça veut dire qu'on enlèverait rouge du domaine de cette variable-ci et de cette variable-ci. Et c'est ce qu'on a fait là, dans le petit diagramme juste en bas. On a enlevé rouge là,
des valeurs compatibles restantes pour les variables qui n'ont pas encore été assignées. Dans ce cas-ci, on n'a aucune des variables qui ne sont pas encore assignées, auxquelles on n'a pas assigné de valeur, qui a un domaine vide, un nombre de valeurs possibles, compatibles possibles, vide. Alors, on continue la recherche. On choisit une nouvelle variable, celle-ci, donc c'est la variable Q. Donc, supposons qu'on ait choisi celle-là, on l'a assignée à jaune. Et là, dans ce cas-ci, on prend les trois variables qui partagent une contrainte avec Q. Donc, ça, c'est NT, SA et NSW. Donc, c'est des états qui partagent une frontière. Et on va réduire leur domaine, donc leur valeur possible, on va les réduire en enlevant la valeur assignée à ma variable Q, savoir jaune. Donc, on a enlevé jaune ici, on a enlevé jaune ici, puis on a enlevé jaune ici. On n'a aucun ensemble vide, alors on continue la recherche. Supposons qu'on choisisse cet état-ci. Donc, c'est l'état V. Ces variables avec lesquelles partage les contraintes, c'est encore SA et NSW. Et donc, ce qu'on va faire, parce qu'on a assigné à bleu cette variable-ci, on va enlever du domaine de la variable SA et NSW la valeur bleue. Alors, c'est ce qu'on observe ici. On a enlevé bleu ici et bleu ici. Et là, dans la recherche, on remarque que le domaine, donc les valeurs compatibles restantes pour la variable non assignée encore SA, est rendu vide. Alors là, ce qu'on va faire, ce que forward checking va faire, c'est qu'il va retourner un booléen qui dit qu'il y a un conflit qui a été détecté. Et la recherche de backtracking search va s'arrêter, va cesser d'explorer, de continuer à assigner des variables à partir de cet état-là et va faire un backtrack, donc un retour en arrière. Alors, on va voir ici le pseudocode pour la procédure d'inférence forward checking. Donc, forward checking, c'est ce qui remplacerait ce qu'on voyait dans le pseudocode, inférence de CSP. Donc, ce qu'il y a de spécial ici, c'est qu'on remplace inférence de CSP, mais on va également passer la variable actuellement considérée X. Okay? Donc, c'est une méthode d'inférence, mais qui nécessite un argument en plus, qui est la variable actuellement considérée X. Alors, voici un pseudocode pour forward checking. Ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder l'ensemble des voisins de X, c'est-à-dire l'ensemble des variables qui partagent une contrainte. Donc, dans notre problème de coloriage de graphe, de coloriage de la carte de l'Australie, c'est l'ensemble des variables qui correspondent à un état qui partage une frontière. On va les appeler XK. Donc, pour chacun de ces voisins-là, XK, on va appeler une méthode qu'on va appeler réviser, qui prend en entrée la variable voisine, notre variable actuellement considérée, puis qui passe évidemment la définition de notre problème de satisfaction de contrainte. Et ce que réviser va faire, c'est retourner un nouveau problème de satisfaction de contrainte où on a changé le domaine de XK, c'est-à-dire qu'on a possiblement réduit le nombre de valeurs possibles pour la variable de XK en tenant compte des contraintes entre XK et X. Donc, on va voir tantôt la définition de réviser, un pseudocode pour réviser. Je vous ai donné une définition en mots. Il va retourner également, la méthode va retourner également un booléen qui détermine, qui va nous dire est-ce que le domaine de XK a changé ou pas. Si le domaine a changé, donc si changé, et que le domaine de XK est devenu vide, eh bien là, forward checking va retourner faux. Donc, il va, ça c'était dans le pseudocode ce qu'on appelait OK. Donc, il est en train de dire que c'est pas, on n'est pas dans une situation où on pense pouvoir éventuellement résoudre ce problème-là. On a détecté un conflit. Et bon, pour le CSP, on retourne void. On pourrait retourner le même CSP, mais de toute façon, la recherche va s'arrêter en backtracking search. Donc, c'est pas important. On peut retourner un pointeur nul. Et donc, on fait ça parce qu'on sait qu'il y a une variable qui peut prendre aucune valeur à partir de maintenant et satisfaire sa contrainte avec la variable x et les autres variables. Et donc, c'est ça. Et sinon, si on a réussi à réduire tous les domaines sans jamais arriver à une variable qui a un domaine vide, dans ce cas-ci, on va retourner
notre nouveau CSP avec ses variables, ses domaines de variables modifiés. Puis on va retourner un vrai pour ce qui correspond à OK là, dans le pseudocode de Backtracking Search. J'enlève l'encre pour qu'on voit un peu mieux. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder la définition de la méthode réviser. Donc réviser, un rappel, ce qu'on doit faire, c'est changer le domaine de la variable xi en fonction de la variable xj. Et ce qu'on doit faire, en fait, c'est enlever du domaine de xi les valeurs qui sont telles qu'on ne réussira jamais à satisfaire la contrainte entre xi et xj. Alors, comment on fait ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par initialiser une variable changée à faux. Donc, on suppose pour l'instant qu'on a, puis effectivement, au tout début, on n'a fait aucun changement au domaine à la variable xi. Donc, c'est ce que changé, c'est ça à quoi ça correspond. Et là, on va itérer sur toutes les valeurs petit x que peut prendre xi. Donc, domaine de xi, ça me retourne l'ensemble des valeurs possibles pour xi. Et là, je vais itérer sur toutes ces valeurs-là. Je vais appeler cette valeur-là x. Pour une valeur x donnée de la variable xi, je vais vérifier est-ce qu'il existe une valeur y à la variable xj qui est telle que je peux satisfaire la contrainte x entre xi et xj. C'est-à-dire que est-ce qu'il existe une valeur y que je pourrais assigner à xj telle que si j'avais assigné xi à x, je satisferais ma contrainte entre xi et xj. Maintenant, s'il n'existe aucune valeur y qui permet de faire cette satisfaction de contrainte-là entre xi et xj, je vais enlever x du domaine de xi. Donc, je vais changer la valeur du CSP et spécifiquement, donc la partie de la structure de données CSP qui détermine le domaine de xi, je vais la changer pour qu'elle ne contienne plus la valeur x. Et ensuite, je vais noter qu'effectivement, j'ai changé mon CSP, j'ai changé le domaine de xi en affectant à vrai la variable changée. Et donc, je fais ça pour toutes les valeurs de xi que je note x, donc toutes les valeurs possibles x qui appartiennent au domaine de xi. Et finalement, je vais retourner à la toute fin si j'ai changé mon CSP, est-ce que j'ai changé le domaine de xi, et je vais retourner le CSP qui a potentiellement été changé. Et donc, c'est ça qui est appelé ici dans l'algorithme de forward checking.